Moi, j'avais un deal avec ma mère. Ok. Si à 21 ans, tu ne signes pas pro, Mhm. tu vas à l'université. Tu arrêtes carrément. Non, tu vas à l'université. Moi, elle ne te dit pas si tu arrêtes ou pas. Ouais. Elle te dit tu vas à l'université. Et toi, tu avais accepté ce deal-là? J'ai accepté le deal parce que moi, j'étais convaincu qu'à 21 ans, je signe. Ouais. Japon and Australia, there is no place like home. Fenna Busunyuga. Bonjour à tous, bienvenue dans From Motherland to Canada. Je suis très content de partager ces moments avec vous. Nous faisons des choix et aujourd'hui nous avons choisi d'amener Mas qui va nous partager son parcours. Il va nous raconter par où il est passé. Merci de nous soutenir. Nous recevons vos messages, vos appels et c'est quelque chose qui nous booste vraiment dans ce que nous faisons. Alors, bienvenue. Merci pour l'invitation. Merci à toi. Le concept est très intéressant, donc c'est un plaisir d'être là aujourd'hui. Merci à toi d'être venu. Merci pour le soutien que tu nous donnes en venant ici. On va essayer de comprendre ton parcours, bien sûr, par où tu es passé. Beaucoup de gens font des choix dans la vie. Yes. Venir au Canada, pour certains, c'est un choix. Est-ce que pour toi, c'était un choix de venir au Canada? On va dire que c'était pas un choix parce que j'étais très jeune. Je suis venu au Canada, j'avais 13 ans. Ok. Donc, en termes de choix, non. Je suis venu parce que ma mère devait venir ici. Ma Ok. mère devait immigrer au Canada. Je suis venu avec ma sœur. Donc, Ok. on s'est fait dire qu'on allait venir au Canada un mois avant de venir Carrément. au Canada. Une Carrément. surprise. Une grosse surprise. Tu vois, t'es jeune, t'es à l'école, Mhm. tu fais ta vie parce que les parents, souvent, dans ce stade-là, le jeune, il fait que suivre. C'est vrai. Donc, on va pas trop lui donner d'informations parce qu'il peut sortir C'est dehors, vrai, en c'est parler, vrai, garder ça dans effectivement. sa tête. Oui. Donc, nous, un mois avant de voyager, ma mère nous a dit, on va voyager. On va où? Au Canada. Carrément. Tu vois, le choc, il est pas si énorme qu'on peut le penser parce Ok. que quand tu es jeune, tu es un peu excité. C'est vrai. C'est après que tu te rends compte que c'est réel et il faut vraiment partir. Ouais, Première c'est fois, vrai. avion, premier voyage. Ouais, il y a beaucoup de premières fois qui arrivent d'un coup, là, Il n'y a du coup. que des premières fois. Et comment est-ce que tu as réagi face à cette annonce-là, du coup? Au début, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire avec mon foot? Moi, c'était ma première Ok. question. Un grand passionné du foot. Toujours. Et le Ok. problème, c'est qu'on va dire 6 mois avant, Mhm. je venais d'intégrer un centre de formation. Waouh. Donc moi, dans ma tête, je commençais à projeter, on va faire ci, on Ouais, va des professionnel. tournois, etc. Tu sais, tu commences à vivre l'ambiance de centre de formation C'est et vrai. tout de suite, on te dit que tu dois quitter. Mhm. Donc, le choc, c'était ça. C'était plus, qu'est-ce que je vais faire avec le foot? Les amis et tout ça, c'est venu aussi, mais tu sais, la manière dont on se les fait dire, la manière dont Ouais. la maman à la porte, c'est pas une option. Ouais, c'est Faut vrai. juste que tu Vous n'avez passes pas à le autre choix, chose. oui. Mais non. Il faut se préparer Et on mentalement. sait que c'était plus pour notre avenir aussi. C'est vrai. Donc, à la fin de la journée, oui, tu peux penser à football, tout ça, C'est vrai. mais tu es excité d'aller découvrir un nouveau pays. C'est vrai. C'est vrai. Il y a cette excitation-là qui nous amène tous. La différence, c'est que toi, tu as été emporté par cette vague-là qui est venue, cette annonce-là que tu as pu anticiper. Tu te sépares de ta famille, tu te sépares de tes amis, de l'école. Tu parles tout à l'heure du centre de formation que tu allais intégrer. Mhm. Tu viens dans un nouveau pays. Mhm. Tu dois te faire de nouveaux amis, une nouvelle vie. Ouais. Comment s'est passé tes premiers jours au Canada? On peut dire, moi, j'ai été très chanceux. Ok. Ok. On va dire ça comme ça. Je t'explique pourquoi. Mhm. Quand on est venu au Canada, Mhm. 2 semaines plus tard, j'ai commencé l'école. Ok. Ok. 4 semaines plus tard, j'ai commencé à jouer au foot dans une équipe. Ok. Donc, en termes d'intégration, ça a été très très facile. Mais on va Ok. revenir sur ta question. Mhm. Au moment où tu quittes la famille, ben, je suis très très proche de ma mère et de ma sœur. Donc, le fait qu'on partait ensemble, c'était pas tant un grand C'est vrai. choc que ça. On C'est va vrai. dire la vérité là. C'était pas tant un grand choc que ça. Par contre, quand tu arrives à quelque part, le premier choc, c'est la température. C'est vrai. Nous, on est arrivé en mai, il faisait 9 degrés. Mhm. Tu quittes Dakar, il fait 35. Tu arrives à Montréal, il fait 9. 9 degrés. Tu commences à te poser des questions, qu'est-ce qui se passe? Mhm. Étant jeune, étant tout le temps dans la découverte, C'est vrai. pour moi, je trouve que c'était plus de l'excitation pendant tous C'est ces mois-là. Le fait que tu prépares le voyage, Mhm. première fois avion, même la famille, ils sont contents. Tu connais le Sénégal. Bah oui, ouais. Partir, quitter le pays et tout, c'est comme un signe d'aller vers la réussite. C'est Donc, vrai. C'est vrai. dépendamment comment tu le vois, c'est pas comme si on m'a arraché moi de la famille. Mhm. Et que, Pour t'amener tout seul. exactement. Tu es Donc, parti j'étais avec ta ma famille. mère, avec ma soeur. Donc, ça, c'était bien. Mais on y reviendra tout à l'heure quand tu verras le nombre de fois où j'ai dû changer de pays. Moi, je m'adapte vite. Ok. Ok, je me fais.
J'ai un de mes oncles qui me dit ça. Un jour, je suis arrivé à Dakar en vacances. Lui, il habite c'est à Sacré-Cœur. Il habite dans la rue. 2 semaines plus tard, j'ai commencé à lui dire le nom du boutiquier, puis le nom. Carrément. Il m'a dit, mais comment toi tu fais? Comment tu as fait? Tu viens d'arriver il y a 2 semaines, tu connais. Moi, je suis là depuis 7 ans, je Je connais même pas leur nom. Je lui dis, ouais, bon, on discute. Mais c'est ça le truc. Donc, je suis facile à discuter peut-être. Et le football te permet, le soccer, comme ils disent ici, te permet de mieux t'adapter. C'est Le vrai. sport, c'est un vecteur d'adaptation. Effectivement. Tu te fais des amis C'est rapidement, vrai. l'école, etc. Donc, C'est vrai. c'est pour ça que j'ai dit, j'ai été très chanceux. C'est vrai, ça c'est vrai. Et beaucoup de gens ont un problème d'adaptation justement parce qu'ils ne veulent pas aller vers l'autre. Ou ils ont une pensée dans le sens où si je vais vers l'autre, je vais être rejeté. Donc ça peut jouer sur la conscience, sur la motivation de la personne à découvrir certaines choses. Il faut affronter la peur. Il faut aussi, on va dire, chaque personne avec son caractère. Ok. Il faut qu'on puisse connaître ses limites. Si toi, tu as peur de quelque chose, puis vraiment ta limite, c'est tu veux pas aller dans des grosses fêtes, tu veux pas être si on peut comprendre cette portion-là d'une personne. Mais la vérité, c'est que ça fait partie de l'évolution. Une personne a tout le temps envie d'être, on va dire, une meilleure version. C'est vrai. Et dans la meilleure version de toi, si c'est d'aller vers les gens, si c'est de découvrir une nouvelle langue, une nouvelle bouffe, peu importe si tu as cette chance de le faire, fais-le. Parce qu'à la fin, tu sais, les regrets, là, on dit toujours les regrets, c'est la pire chose. Ça, c'est De dire, sûr. ouais, moi j'étais à quelque part, j'aurais aimé faire ci. Oui, Ça sert à rien. malheureusement. Fais-le, essaye-le. Si ça marche pas, c'est pas grave. Tu essaieras autre chose. C'est vrai. Mais souvent, pour tous ceux qui disent, bah, j'ai un problème d'intégration, moi je dis, le problème d'intégration peut venir de plusieurs facteurs, mais le premier facteur, c'est d'être entrepreneur, c'est d'aller vers la chose. Tu peux pas rester dans ton coin et dire, je m'adapte pas. C'est vrai. Ça marchera jamais. C'est l'effort qu'il faut faire. C'est exactement le C'est mot. vrai. Il faut faire certains efforts, puis après ça débloque. Je vois que tu es très à l'aise par rapport à ça et je pense que c'est par rapport à ce que tu as fait. Ça va permettre aux gens qui nous écoutent d'avoir beaucoup plus de facilité à appréhender les choses, à s'intégrer. On a tous des faiblesses et il faut les affronter. Dans le monde dans lequel nous sommes, il faut affronter nos faiblesses. Exactement. Je vais avoir l'audace de me muer en toi Vas-y. avec des phrases j'argumente ou je détruis pour mieux comprendre ton intégration ici au Canada. Vas-y. Donc, ce sont des phrases que je dis et puis tu pourras argumenter derrière ou détruire. Donc, ici, je dis le fait d'avoir ma famille avec moi au Canada m'a rendu l'intégration facile comparé à ceux qui arrivent seuls. J'argumente et je détruis. Oui. J'explique pourquoi. Étant jeune, je suis d'accord. Parce que quand tu es jeune, tu dépends beaucoup de ton tuteur ou de ta C'est mère vrai. ou de ton père. C'est vrai. Pour la simple et unique raison que je dis toujours ça aux jeunes que je coach, vous êtes tous des chômeurs, vous travaillez pas, vous Oui. payez pas de loyer, vous faites rien. Mais la vérité, c'est ça. C'est que quand tu es jeune, bien évidemment, tu as besoin de tes parents pour subvenir à plusieurs de tes besoins. C'est vrai. Mais moi, j'ai eu à sortir, aller ailleurs sans mes parents. Et à ce moment-là, je me suis aussi bien intégré. Puis sinon plus. Parce qu'à la fin de la journée, quand tu es avec tes parents et que c'est facile, tu sais que tu as un bac, tu as quelque chose. Mais quand tu es ailleurs, quand tu es seul, quand tu sais que tu peux compter que sur toi-même, c'est là où tous les outils et les skills que tu as pour t'adapter ressortent plus. Donc c'est pour ça que j'argumente d'être d'accord quand tu es jeune, mais quand tu es Tu vieux, détruis aussi. faut pas s'attendre à ce que ses parents te suivent à chaque voyage. Ça marche pas comme ça. Mais par exemple, quand tu es dans ce pays-là et que tu viens comme toi, une personne qui vient avec sa famille, et que tu essaies de t'adapter à ce pays-là, à cette nouvelle langue, à ces nouvelles choses, tu sais, nous, on est très ancré familial en Afrique. C'est vrai. Il y a toujours des choses qui restent à la maison, des habitudes, des manières de vivre typiquement sénégalaises ou africaines. Donc, ça peut être brusque ou brutal. Totalement. Cette différence-là entre la vie scolaire, le contraste entre la vie scolaire et la vie de chez toi. Comment est-ce que tu arrives à faire la part des choses? Ça, c'est un bon sujet. J'aime ça. Je t'explique pourquoi. Je dis toujours je t'explique pourquoi, mais Non, mais jamais. je vais t'expliquer pourquoi j'aime cet aspect de la discussion. Ouais, Tu sais, tu connais c'est quoi une préparation? une préparation, oui. À chaque personne qui décide d'immigrer, il faut une préparation. C'est vrai. Le malheur de la préparation, c'est qui va te préparer. Souvent, il n'y a personne autour de toi qui peut te préparer parce qu'ils n'ont pas connu cette chose. C'est vrai. Un moins 35 degrés, personne au Sénégal peut te préparer s'ils n'ont jamais vécu un moins 35 degrés. C'est vrai. Tu me comprends? D'être capable de cuisiner pour toi-même, de faire ta lessive, de faire ci, de faire ça, cette autonomie brusque, personne ne va te préparer à ça vrai. parce que autour de toi, dans ton cocon familial, personne ne vit ça. C'est vrai. Ok? Donc, comme personne ne peut te préparer à ce genre de choses, ce qui arrive, c'est que les gens arrivent et boum, le choc, il est brutal. C'est vrai.
Et quand le choc est brutal, l'être humain est fait de telle sorte que quand le choc est brutal et tu n'as pas assez d'outils pour devenir toi-même en aide, mais tu sombres. Et à ce moment-là, tout est basé sur ton vécu. Pourquoi à la maison, on te disait que c'est pas à toi de faire ta lessive? Pourquoi à la maison, on te disait non, cuisine pas, fais pas ci, fais pas ça. T'as parfaitement raison. Oui. On t'a mis dans une situation qui t'amène vers l'échec. C'est vrai. Mais quand on te faisait ça, c'était par rapport à la société. Les gens connaissent ça, te laissent vivre ça parce que c'est normal là-bas. Effectivement. Ici, c'est pas normal. Mais comme la préparation n'a pas été mise, on va dire, de l'avant, mais les personnes arrivent ici et le choc, il est brutal. Et donc, moi, pour toute personne qui vise à voyager ou à immigrer, puis honnêtement, j'ai vu des immigrants partout dans le monde, sénégalais, pas juste au Canada, ils sont très forts mentalement. Oui. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils ont un objectif quand ils partent. C'est vrai. Je pars pour améliorer ma vie. Je pars pour aider ma mère. Je pars. Le why, le pourquoi ils partent, il est tellement fort que techniquement, quand ils arrivent, toute difficulté, ils vont être capables de passer à travers. Mais le problème, c'est que c'est pas plus une meilleure solution. C'est vrai. Parce qu'à un moment donné, une personne reste une personne. T'accumules, t'essaies de rester fort pour tout le monde. Et le jour où tu craques, ben, tu te rends compte que, ok, finalement, c'était juste une bombe à retardement. C'est vrai. Je faisais tout ça parce que je voulais juste réussir peut-être à construire une maison à ma mère, mais à la fin de la journée, si je réussis pas ça, même moi, j'ai rien fait pour moi-même. C'est vrai. Fait que c'est pas une question d'être le plus fort mentalement, d'aller être un guerrier, non. C'est de savoir vers où tu vas. Prépare-toi en conséquence. Il y a des habitudes de vie qu'on doit changer parce que c'est pas vrai que je suis arrivé au Canada, depuis que je fais tout moi-même, c'est trop difficile. Non, c'est que tu n'étais pas préparé à ça. Tu vois? La majeure partie des gens que tu vas les entendre parler de leurs problèmes. Ok, ça peut être j'ai pas de travail, ça peut être ci, mais le reste, c'était des choses que malheureusement la société là-bas au Sénégal ne t'ont pas préparé à ce que tu allais vivre. C'est vrai. Et c'est pour ça que le choc il est souvent brutal. C'est vrai. Merci beaucoup d'avoir partagé ça. C'est très important. Moi-même, j'apprends. Il y a une autre phrase que j'ai préparée. Vas-y. En arrivant ici, j'ai réalisé que pour bien m'intégrer au Canada, je devais mettre de côté une partie de ma culture sénégalaise. Absolument pas. Absolument moi, je détruis, c'est ça? Ouais, tu peux détruire carrément. Je détruis. Mais c'est très important de comprendre, ok? La culture sénégalaise ou ailleurs, ça reste ton identité. C'est vrai. Okay. Si tu sais que tu es sénégalais et que tu es fier d'être sénégalais, tu peux rester sénégalais. Mais imposer sa culture à d'autres, c'est là où la ligne elle est mince. Effectivement. Tu vois, on t'a pas dit de laisser ta culture de côté et d'aller vivre la culture de quelqu'un d'autre. C'est pas ça. Reste quitté, sois fier de quitter, mais ne viens pas imposer ça. Techniquement, tous ceux qui ont une identité, une culture et qui sont fiers vont avoir aussi les bons comportements qui vont venir avec. Ces comportements de tolérance, ces comportements d'acceptation de soi, ouverture d'esprit, tu vas l'avoir. Et tu vas te rendre compte que c'est ce qu'on appelle vivre en société. C'est vrai. Peu importe dans quelle société tu es, tu n'es pas obligé de laisser de côté ta culture pour vivre dans une société. Au contraire, porte ta culture fièrement, sois sûr de quitter, mais derrière, accepte de vivre en société et de rester tolérant. Donc moi, j'ai pas eu à délaisser ma culture pour quoi que ce soit. Au contraire, c'est ça, les Sénégalais, c'est clair et net. Mais je me suis installé dans un pays, je me suis adapté dans un pays tout en restant le Sénégalais que je suis. Tu as parfaitement raison. L'autre phrase, c'est aujourd'hui, si je devais retourner en arrière, je resterais beaucoup plus longtemps au Sénégal avant de venir au Canada. Est-ce que tu détruis ou tu gardes la phrase? Ouais, je détruis parce que ça c'est... Je suis pas quelqu'un de regret. Moi, je suis pas dans les regrets. C'est vrai. Je suis plus c'est le plan de Dieu, on va dire ça comme ça. Dans l'acceptation. Et surtout, non, pas dans l'acceptation unique, dans les plans de Dieu. C'est-à-dire... C'est quoi la différence? Ok. L'acceptation, c'est que tu acceptes la situation et tu dis c'est comme ça. Le plan de Dieu, c'est que tu comprends pas forcément, mais tu as hâte de découvrir la finalité. Ok. J'accepte rien. Il y a une nuance, c'est vrai. Exact. Juste hâte de voir vers où on s'en va. Incroyable. J'accepte que c'est les plans de Dieu. Effectivement. Peut-être, mais j'accepte pas la situation. La situation, oui. Si aujourd'hui je me retrouve avec $0 et j'ai rien, j'accepte pas. Oui. Il faut que j'aille trouver une solution. C'est vrai. Mais je me dis, le fait que là je suis à $0 et j'ai rien, c'est souvent dans les plans de Dieu. J'ai hâte de voir c'est quoi la suite. C'est vrai, c'est parfaitement ça. Mais pour revenir à ton point, c'est
si je suis venu à tel âge et j'ai eu à faire tout ce que j'ai pu faire, c'était probablement une des meilleures choses à faire parce que ça m'a permis de découvrir, ça m'a permis de m'établir, ça m'a permis d'avoir un diplôme, de faire ci, tu vois, tout ce qui s'en est écoulé, c'est ma vie. Donc j'aime comment ça s'est déroulé. Peut-être que si j'aurais dit ça serait tourné négativement, j'aurais pu répondre ouais, j'aurais dû, mais à ce stade-ci, tout est, alhamdoulilah, positif. J'ai pas regretté. Un jeune qui veut venir faire sa vie au Canada en tant que sportif. Ouais, qu'est-ce que je lui conseille? Qu'est-ce que tu lui conseilles? Donc, de base, il y a 5 ans, 6 ans, j'aurais dit je ne le conseille pas de venir au Canada. Ok. Aussi simple, parce qu'il y a d'autres pays qui sont beaucoup plus développés pour le sport que tu peux aller. En termes de conseils, vu que je fais ça, je conseille des gens. C'est vrai. Il y a une structure de conseil. On ne conseille pas n'importe comment. C'est-à-dire, on conseille avec plusieurs choix et on conseille avec le but final. Donc, si le but final, c'est d'être professionnel, de faire ta carrière, etc., le jeune qui veut venir au Canada, je vais lui dire, viens si c'est ta seule option. Si tu as d'autres options qui favorisent le sport que tu fais, qui est le football, prends ces autres options-là si c'est ça ton objectif final. Il faut tout le temps savoir c'est quoi ton objectif final. C'est vrai. Si c'est que de voyager pour voyager, je vais le faire asseoir et je vais lui faire préparer. On ne voyage pas pour voyager. Ça ne sert à rien. Tu as de l'argent que tu vas gaspiller. Tu as du temps que tu vas gaspiller. Tu as ton mental que tu vas gaspiller. Parce que ça se peut qu'une fois arrivé au Canada, tu n'es plus la même personne que tu étais et tu commences à dériver. C'est vrai. Donc prépare-toi en conséquence. Mais on revient sur le Canada et l'Amérique du Nord. Il y a un circuit pour être professionnel ici. Tu peux venir à l'université. Si tu es très bon, si tu as préparé tes vidéos, si tu t'es fait recruter, si tu as une bourse, etc., ben, c'est encore mieux parce qu'on va payer tes études et tu vas être capable de jouer. Ok. Donc ça, il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. C'est-à-dire, en Amérique du Nord, entrer dans une université en tant qu'étudiant athlète peut t'offrir des bourses. Incroyable. Donc, s'il faut venir au Canada ou en Amérique du Nord, vise la bourse. C'est vrai. Comment tu vises la bourse? Avec ton sport. Parce que le marketing de n'importe quel individu se fait par rapport à ses compétences et à ce que tu peux offrir. Tu es un joueur, tu peux offrir que tu peux renchérir une équipe, tu peux amener de la qualité dans une équipe, offre-le. En fait, tente-le. Même si l'équipe te dit on n'a pas besoin, mais tente-le. Moi, j'ai vu plein de gens venir au Canada s'inscrire, étudier, pour me dire oh, lui, il était très très fort. Mais il n'a jamais osé écrire les coachs des universités dans lesquelles il va. Il n'a jamais osé proposer ses services de joueur en disant moi, je suis très bon, j'ai joué ici, voici mes vidéos, j'aimerais intégrer vos équipes. Or que c'est un circuit. C'est vrai. Dans n'importe quelle université, il y a des équipes sportives. Donc, si tu proposes tes services d'athlète à ton université et il s'avère qu'ils sont intéressés et ils peuvent t'aider dans ton école, déjà, tu viens de gagner quelque chose. Tu viens de gagner une partie de ton école qui est payée. C'est vrai. Ensuite de ça, étant donné que le but final, c'est le sport pour toi, arrange-toi pour qu'à partir de ton sport, tu excelles. Parce qu'une fois que tu es ici et tu joues très très bien, tu vas te faire voir. Mais en tant que sportif, il faut que tu aies un objectif et il faut que tu y crois. Donc si tu dis choisis le chemin de l'Amérique du Nord, tu sors les ligues d'Amérique du Nord les plus prisées, donc MLS, IPL, etc. Tu utilises l'université dans laquelle tu vas jouer pour pouvoir showcase ton talent. Et ensuite de ça, tu passes de cette université-là à une ligue qui est meilleure pour te faire drafter MLS. Et à partir de là, tu es pro. C'est vrai. Et puis j'ai vu un joueur sénégalais qui vient de signer, je pense, au Vancouver, si je ne me trompe pas. Ouais, Sabali. Donc je me dis qu'il n'est pas venu par hasard, il est accompagné, il a été conseillé. Donc je ne sais pas quelle est ta réaction face à ça, parce que j'ai trouvé ça bizarre que c'est résolu. Totalement. C'est sûr que, comme on dit toujours, le championnat américain ou nord-américain, il est plus méconnu que les championnats européens. C'est vrai. Donc, en tant qu'international, on s'attendait à ce qu'il aille dans un championnat en Europe. C'est sûr et certain. Mais comme tu dis, il a un staff, j'imagine qu'il a des entourages et que sa proposition lui valait. C'est vrai. Il s'est dit... Parce que maintenant, le football n'appartient plus vraiment à un continent. C'est vrai. Des gens partir en Saudi Arabia. Il y a un joueur qui a été appelé, je pense, en équipe nationale d'Angleterre, puis il jouait en Arabie Saoudite. C'est vrai. À la fin de la journée, c'est une question d'entourage, de choix de carrière et d'être capable de t'épanouir là où tu es. C'est vrai. C'est vrai. Merci beaucoup d'avoir partagé ces moments-là avec nous, avec cette partie-là d'argumenter ou de détruire. J'espère que les gens qui ont regardé cette partie-là ont appris un peu sur ton adaptation. Là, on va parler de ton rôle, de ce que tu fais concrètement. Tu partages des contenus sur les réseaux où tu aides beaucoup de sportifs mentalement et aussi à développer leur performance. Moi, j'aimerais comprendre derrière tout ça, par où tu es passé. Qu'est-ce qui t'a permis aujourd'hui de pouvoir exercer ce métier-là?
La question je vais répondre en 2 phases. Par où je suis passé Oui. et pourquoi. Et pourquoi? Ok. Moi, en tant que étudiant d'abord, étudiant athlète après, athlète après et coach, j'ai eu un passage. C'est vrai. J'ai eu un cheminement. J'étais très 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 bon au foot. Je suis à l'aise de le dire devant le podcast. Je suis un très bon joueur. Il n'y a personne qui peut me contredire là-dessus. Personne peut le dire. Ouais. Personne peut me contredire là-dessus. Donc j'ai eu un passage. C'est-à-dire, le premier passage, c'est que quand tu es jeune, tu dois aller aux études. Les parents te disent, va étudier. Cette portion d'études, qu'on le veuille ou non, ça prend quand même un certain mental pour le faire. Parce que il y en a qui décrochent de l'école. Il y en a qui décident de ne plus aller à l'école parce que de un, ils ne voient pas pourquoi ils y vont. Ils disent, je perds mon temps. Le fait que le parent t'oblige à y aller, c'est la seule raison pourquoi ils y vont. Ils y vont. Il y a beaucoup de jeunes là, tu lui dis pourquoi tu vas à l'école, il dit, je sais pas, je dois y aller, je suis obligé. Tu vois? Mais moi, j'ai jamais été ce genre de jeune. Moi, j'ai tout le temps voulu comprendre qu'est-ce que je fais. Donc, je vais à l'école parce qu'on essaie de me donner des outils pour pouvoir, plus tard dans ma vie d'adulte, être capable d'être autonome. C'est vrai. C'est la raison pourquoi je vais à l'école. Je fais du sport parce que j'ai une passion. Et ça, c'est très important. Retiens ce mot-là, plus tard on va y revenir. Le football est une passion. Partout où tu peux jouer, tu vas le prendre. C'est vrai. Au parc, à l'école, avec les amis, même chez toi, là, dans le salon, j'ai cassé les vases de ma mère à jouer partout parce que c'est une passion. C'est vrai. Et maintenant que j'ai grandi et j'ai eu l'opportunité de mixer études et sport, ça, c'était un levier. Un levier, pourquoi? Pour mes parents, pour comprendre que, ben, finalement, parce que jeune, ou même au Sénégal, les gens te disent, le football te fait quitter l'école. Et c'est vrai. Il y a beaucoup de jeunes qui sont arrivés dans une situation où ils ont arrêté l'école à cause du foot. À cause du foot, oui. Le sport-études, c'est un mix qui est idéal pour les parents. Ça les fait comprendre qu'il ne va pas arrêter l'école. Donc moi, c'était un levier. Ça m'a aidé de pouvoir dire à ma mère, regarde, là, je fais études et sport. Donc, je ne vais pas arrêter l'école. C'est bon. Elle est rassurée. Ensuite de ça, Nord-Amérique, tout à l'heure, je te donnais le circuit. Nord-Amérique, si tu joues au collège, ici, au Québec, on parle de cégep, ou à l'université, ça va être parmi les meilleurs niveaux que tu vas pouvoir atteindre. C'est vrai. Donc, je visais ça. Je visais ça pour les matchs, pour avoir les vidéos, pour être capable. Parce que de base, si je joue quelque part, je vais être là où le plus haut que je peux être dans cet endroit-là. Oui. Mais n'empêche, mon idéal a tout le temps été d'aller là où il y a le foot. Donc, dans un coin de ma tête, même si je suis étudiant athlète, je fais mes trucs, l'Europe est dans ma tête. C'est vrai. J'ai des amis qui sont là-bas, j'ai des amis qui jouent. Donc, dans mon passage, il a fallu que j'intègre l'Europe. C'est vrai. Mais pour aller en Europe, ça prend quoi? Ça prend des contacts. Ça prend des gens qui sont en Europe. Ça prend l'envie de quitter ta famille. Au début, tu m'as demandé, est-ce que c'était difficile de quitter ta famille du Sénégal au Canada? Ça va. Mais du Canada à l'Europe, c'est un peu plus dur. Parce que là, tu as 18, 19 ans, tu quittes pour de vrai et tu pars à l'aventure. Beaucoup de gens qui ont peur de quitter, c'est qu'ils ont peur de l'inconnu. C'est pas qu'ils ont peur de quitter réellement, ils ont peur de l'inconnu. Oui, qu'est-ce que je vais trouver là-bas? Qu'est-ce qui va être là? Nanana. D'où la passion. Quand tu es passionné, c'est pas grave, je veux juste y aller. Tu vois, tu veux juste y aller. Donc moi, j'ai eu l'opportunité en 2011 de partir en Espagne. Ok. D'aller en Espagne, c'était un showcase, il y avait plusieurs jeunes qu'on avait mis ensemble, on jouait 2 semaines et après, il y allait avoir des recrutements. Ok. On allait partir à des clubs, Très important, ce passage-là, parce que c'était la première fois où je quitte et c'est la première fois où je peux montrer mon talent en dehors du Canada. Oui. J'arrive là, sportivement, ça se passe très bien. On joue, on fait 2 semaines. Après ces 2 semaines-là, il y a un agent qui organise ça. Donc, il me dit, toi, tu vas aller dans un club de Tercera. Espagne, c'est Liga, Segunda B, Tercera. Un Tercera à Madrid, parce que les zones aussi sont importantes. Un Tercera à Madrid peut être meilleur qu'un Tercera dans une autre zone où il y a moins de concentration de joueurs. Donc, on va là. On arrive, ça joue bien, premier match. L'excitation de découvrir un vestiaire pro, des joueurs qui font ça que pour leur vie, c'est ça. Tu joues, tu dors, tu C'est vrai, il faut que ça. Donc, pour un jeune de 18-19, c'est l'idéal. Oui. Et tu quittes le Canada, tu te poses la question, est-ce qu'ils vont penser que je sais jouer? Non, tu arrives là, ça se passe bien. Et là, ça commence. C'est-à-dire, au moment où le club décide de ne pas nous garder, on était 2 parce qu'ils ont des dettes, l'agent nous a dit, on ne peut pas vous garder ici parce qu'ils ne vont pas vous payer, etc. Fait que les premiers upsets, les premières déceptions dans un but de conquérir une carrière commencent. Et ça,
Si moi, aujourd'hui, je suis capable d'aider des gens ou de coacher des gens et de leur expliquer, c'est parce que je l'ai vécu. C'est vrai. Donc, dans mon passage, j'ai eu à vivre des choses comme ça. Donc, Espagne, je l'ai vécu en Belgique. Belgique, c'était un peu plus compliqué. Belgique, je suis arrivé aussi, même principe. Donc, après l'Espagne, après le pays. Moi, en ayant eu le passeport canadien, je compte comme un Mexicain, un Brésilien, quelqu'un d'Afrique. Je compte comme un extra-communautaire. Donc, la compétition est encore plus dure. C'est vrai. Donc, souvent, quand je voyageais, moi, je prenais mon passeport, je partais. Or que non. Mais ça, tu l'apprends avec le temps. C'est-à-dire que quand tu voyages, même si tu as un passeport canadien en Europe, tu as 3 mois de visiteur. Si tu arrives et que tes 3 mois de visite finissent, tu dois retourner. Il faut que tu quittes. C'est vrai. Donc moi, en Espagne, quand le club là, il dit ça et que je me retrouve à devoir partir dans un autre pays d'Europe, mon 3 mois, il était fini. Il était écoulé, oui. Et donc, mon 3 mois qui finit m'oblige à retourner. Ce retour, beaucoup de gens, déjà, ils auraient lâché. Et beaucoup de gens, ils auraient eu des fois honte parce qu'ils disent j'ai échoué. Mais moi, je savais que je n'avais pas échoué sportivement. J'avais échoué côté papier. Côté papier. Donc, je n'étais pas démoli. J'étais plus en mode, je vais chercher une autre. Je reviens, oui. Exactement. On arrive dans une situation où j'ai encore des contacts pour retourner en Belgique. Et là-bas, pourquoi je dis que c'était un peu plus compliqué, c'est que Belgique, j'arrive dans une 3e division, ça se passe très très bien. On prend mes papiers, le club m'explique qu'administrativement parlant, il y a une façon que ça fonctionne. On va arranger ça, on va s'assurer qu'on t'inscrit comme dans un centre de formation, tu auras ton titre de séjour, etc. Mon dossier, il est resté à l'Office des étrangers belges 7 mois. Pendant 7 mois, moi, j'avais ma place au vestiaire, mon équipement, je m'entraînais, je faisais les matchs amicaux, mais je ne pouvais pas jouer les matchs de saison. Pendant je me rappelle, pendant 7 mois, je suis arrivé là-bas en août. Le mois de décembre, tu as le coach qui se fait poser une question sur son recrutement. Et il dit, ouais, en ce moment, je vais recruter un joueur, puis j'ai un autre joueur, un Canadien qui est avec nous depuis 4 mois, puis on juge que ça va le faire, on attend juste ses papiers. Moi, je suis gonflé à bloc, je suis content, je suis comme, le coach, il compte sur moi, etc. Mais quand l'Office des étrangers sort la réponse, ils disent quoi? Ils disent, là, ce qu'on a reçu comme dossier, c'est comme un dossier d'études. Parce qu'eux, ils voulaient faire passer ça dans un centre de formation scolaire, Et donc, un Canadien qui veut étudier en Belgique, il faut qu'il fasse sa demande de séjour à l'extérieur du territoire. Oui, pas dans le territoire. Et là, il faut requitter. Donc, requitter et requitter, ça te permet de comprendre c'est quoi des non et des oui. Mais ça te permet aussi de savoir ta valeur. Moi, ma valeur sportive, elle est restée intacte. À chaque fois, je me disais, ça va le faire, ça va le faire. Et donc, ça, c'est un autre upset. Donc, dans le passage, tu vas avoir des déceptions comme ça. Ensuite, quand ça marche enfin, c'est quand je suis revenu ici, j'ai joué au junior, parce que, point très important pour tous les parents qui écoutent ici, moi j'avais un deal avec ma mère. Si à 21 ans tu ne signes pas pro, tu vas à l'université. Tu arrêtes carrément. Non, tu vas à l'université. Moi, elle ne te dit pas si tu arrêtes ou pas. Elle te dit tu vas à l'université. Et toi, tu avais accepté ce deal-là? J'ai accepté le deal parce que moi, j'étais convaincu qu'à 21 ans, je signe pro. J'avais 18 quand on a fait le deal, même pas. J'avais, je pense, 16 quand on a fait le deal. Donc, moi, j'étais à l'aise. Moi, c'était le meilleur deal qu'elle pouvait me faire parce qu'elle pouvait me laisser du temps jusqu'à 21 ans. Moi, j'étais à l'aise. Mais quand c'est arrivé, là, il fallait montrer à ma mère que je respecte ma parole. C'est vrai. Du coup, j'ai dit, OK, je suis revenu là de Belgique. J'allais avoir 21 ans. Je vais m'inscrire à l'université. Ça aussi, c'est un avantage pour les jeunes. Il ne faut pas être têtu. Okay? J'aurais pu dire à ma mère, OK, on avait un deal, mais finalement, je respecte pas le deal. Moi, je suis mort. C'est vrai. Parce que là, je pars à l'encontre de ce qu'elle veut, à l'encontre de même moi, ce que j'avais décidé exactement de ma parole. Et ça peut, tu vois, ça peut être plus compliqué après. Donc, j'accepte. Je dis, ouais, je vais aller à l'université. Mais la vérité, c'est que quand je suis allé à l'université, c'était que pour le deal. Moi, je voulais rien savoir de l'université. Tu voulais juste respecter le deal que tu avais. Je cherchais un diplôme le plus simple que je pouvais faire. C'était un diplôme de certificat en management. Je remercie ma soeur au passage. Je suis venu, j'ai dit, ouais, j'ai trouvé un diplôme que je vais faire. Ah ouais, ok, c'est quoi, c'est un certificat? Pourquoi tu fais pas un bac? Ah, non. Certificat, 1 an, j'aurai 22, je repars en Europe. J'ai pas le temps. Je suis déjà en contact avec plein de gens que j'ai laissés en Belgique, qui veulent que je revienne. J'avais un deal, je vais respecter le deal. J'ai toujours été un peu avocat. Là. Je sors les termes, je dis, écoute, on avait un deal, on a dit un an. Sur les contrats. C'est ça, le contrat c'était va à l'université, je vais aller à l'université, je vais avoir un diplôme, faut pas modifier le contrat. Ils m'ont dit, ok, ma soeur m'a dit, pourquoi management? Je dis, je sais pas, ça a l'air simple. Elle m'a dit, tu vas manager quoi après?
J'ai pas besoin de manager quoi que ce soit. Toi, Moi, tu veux j'ai juste avoir le ton diplôme pour partir. partir. Elle m'a dit, mais non. Tant qu'à le faire, je suis d'accord avec toi. Elle m'a tout le temps supporté pour le foot. C'était elle qui avait convaincu ma mère de m'inscrire au centre de formation, même au Sénégal. Elle a toujours voulu que je joue. Et donc, quand elle me parle, elle me sort la carte du c'est pas moi qui va t'empêcher de jouer au foot. J'ai toujours voulu que tu ailles jouer. Mais n'empêche, il faut que tu sois intelligent. Si tu vas aller à l'université et avoir un diplôme qui va te servir après ta carrière, autant faire quelque chose que tu aimes déjà et qui va te servir. Comme je dis, il ne faut pas être têtu. Je dis, ok, tu as raison. Elle m'a dit, qu'est-ce que tu aimes? Je dis, je sais pas. J'ai regardé la liste des certificats parce que c'est ça qui durait 1 an. Bac 3 ans, c'était trop. Et là, on sort la liste, on regarde, on voit certificat en informatique. Et elle me dit, bah tiens, informatique, tu aimes bien ça, non? Ordi, c'est un métier d'avenir, etc. Pourquoi pas faire informatique? C'est vrai. Et là, j'ai dit, ok, c'est bon. Tu as raison. Je vais prendre certificat en informatique. Même là, dans ma tête, je suis comme, peu importe. 1 an, je retourne. Toujours pas. Du coup, je m'inscris certificat en informatique. Donc là, je suis étudiant à l'Université Laval et je suis éligible pour le Rouge et Or, pour jouer dans l'équipe de l'Université Laval. Ok. Le coach, je le connaissais déjà parce que je jouais déjà dans l'équipe civile ici à Beauport. Donc, c'était quand même facile d'aller voir le coach et de dire que j'aimerais bien faire l'équipe et tout. Lui, il a été transparent. Il m'a dit, ok, mais il faut que tu fasses les camps comme tout le monde, il faut que tu fasses ta place, etc. Et il faut savoir quelque chose. Quand tu joues en tant qu'étudiant athlète, plus que tu as du temps, mieux c'est pour toi. Parce que les premières années, tu es rookie, tu joues presque pas. Donc lui, il m'a dit, mais il faut que tu fasses un bac. Comment ça, tu fais un certificat? Le certificat, c'est 1 an. C'est-à-dire 1 saison, après c'est fini. Je lui ai dit, ouais, je vais regarder ça. Juste que j'ai commencé le certificat pour voir si j'aime ça ou pas. Mais c'est pas vrai. J'ai commencé le certificat parce que moi, je veux partir. Et je dis, j'ai commencé le certificat pour voir si j'aime ça ou pas avant d'aller m'inscrire au bac. Il m'a dit, ok, c'est bon. J'ai joué la saison d'hiver. Et après, moi, j'étais dans une optique l'Europe parce que j'ai fait Allemagne, j'ai fait Espagne, j'ai fait France, j'ai fait Belgique. Et je remercie de passage un oncle qui s'appelle Amédine. Lui, il m'a pris sous son aile. On m'a mis en contact avec lui pour que j'aille chez lui en attendant les tests. Et je vivais chez lui. Il ne me connaissait pas. C'était la première fois qu'il me connaissait. Je devais aller, moi, avec 3 autres joueurs du Sénégal. On était 4 à aller au Dynamo Dresden. Dynamo Dresden, c'était un D4 allemand. À cette période-là, 2012-2013. Et donc, moi qui étais déjà en Europe, je suis arrivé avant eux. Eux, ils devaient aller chercher leur visa, etc. Et c'était la période de Corriquet. Ils sont allés en retard. Donc, mon oncle, il appelle Dynamo Dresden pour dire les jeunes du Sénégal vont arriver en retard et tout. Est-ce que ça vous dérange qu'on décale de 2-3 jours? Dynamo Dresden, ils ont dit, ok, mais on attend vos retours, là. On regarde la télé comme ça. C'est comme si on regarde la télé comme ça. Le soir, 2-3 jours plus tard, on voit Dynamo Dresden a signé un Suédois au poste d'attaquant. Parce qu'à la base, eux, ils recrutaient des attaquants. Ils voulaient un attaquant. Donc, ils ont pris des joueurs qui ont un profil offensif. On jouait ailier gauche. Et ils se sont dit, on va tous les tester à la même période. On verra qui va sortir du lot. Mais comme les gars sont arrivés en retard, eux, ils ont signé quelqu'un parce qu'ils ne voulaient pas que le mercato finisse. Puis, ils ont eu une bonne opportunité. Les gars du Sénégal sont arrivés à Dynamo Dresden, sont repartis au Sénégal, sont restés 3 jours à l'hôtel, ils ne se sont pas entraînés. Moi, je suis resté à Stuttgart avec mon oncle. Et cet oncle, pourquoi je dis je tenais à le remercier, lui m'a pris comme si c'était mon père. Il m'a dit, tu sais quoi, c'est pas grave. On va aller au 5B, l'équipe de Stuttgart en Bundesliga. Il m'a dit, je dis, ok, 5B, ok. Là, on marche, là, on prend le métro et tout, on marche, on va au 5B. Tu vois, des équipes que tu vois à la télé et tout. Que tu vois maintenant face à face. On arrive au 5B, on regarde, c'est plein d'installations, club pro, Bundesliga, etc. On avait l'opportunité d'aller voir le coach des U19. On va voir le coach des U19, mon oncle lui explique et tout. Il lui dit, ok, est-ce qu'il peut s'entraîner cet après-midi? Mon oncle il dit, il n'y a aucun problème. Là, il demande mon âge. Moi, j'avais 19 vers 20. Mais en Allemagne, tous les U19, c'était des 18 vers 19. Et il a dit, mais non, parce que quand il va avoir 20 ans, il ne pourra pas être éligible pour le U19 dans l'année, ce qui était vrai. Et l'équipe réserve, c'est des U23, mais eux, ils ne recrutent pas à cette période-là parce que plein de pros qui ne jouent pas descendent dans le U23. Donc, ils n'ont pas besoin de joueurs réellement. C'est vrai. Mais ils ont été très très gentils. Il a dit, mais on a un coach qui était avec nous ici. Là, il est rendu à Freiburg. Je vais vous donner son contact, allez-y. Comme ça, vous allez peut-être faire des tests là-bas. C'est une 5e division allemande. Allemagne, la ligue, elle est quand même forte, même en 5e. On va là-bas. Le coach, il dit, ok, je pense que tu peux rester avec nous et tout. J'appelle à l'office des étrangers, même pas. J'appelle à l'ambassade du Canada en Allemagne, à Stuttgart, pour savoir les infos et tout. Ils m'ont dit, monsieur, ça fait combien de temps que vous êtes en Europe? Et je dis, ça fait 2 mois que j'étais en Espagne, puis là, ça fait 2 mois que je suis en Allemagne. La dame, elle me dit, mais vous ne pouvez pas.
vous devez rester 3 3 mois mois. dans la zone Schengen. Mais moi, déjà, je dis tout à l'heure, pour mon passage, j'expliquerai aux gens Oui. qu'il faut connaître des choses. Moi, je croyais que c'était 3 mois par Par pays. pays. Même moi, j'avais cru ça, oui. Mais c'est 3 mois dans la Dans zone l'espace Schengen. Schengen. Et donc là, à cause de ça, je devais quitter. Et une des premières fois, tu sais, ma femme me demande toujours, est-ce que tu as eu des moments tristes, etc. Mais ça, c'est des moments tristes parce que C'est mon vrai. oncle était plus déçu que moi. C'est vrai. Parce que lui, il me voyait tous les matins me Oui. lever et tout. Lui, il disait, Il voyait tu l'effort que tu m'inspires. Ouais, faisais, il dit, oui. tu m'inspires, tu vas avoir quelque chose et tout. Oui. Donc lui, quand il a appris, parce que j'ai raccroché le téléphone et j'ai expliqué le truc, Oui. il m'a regardé, il était très Tu triste. vois la déception. Ah, il était trop triste. Ouais. Il m'a dit, est-ce que ça va? Et je dis, ouais. Il me dit, tu sais que tu mérites pas ça, tu vas avoir mieux. Je dis, ouais, mais je comprends, il faut quitter. En fait, s'il faut quitter, c'est parce que moi, j'avais cette notion de ne pas gaspiller tes papiers, pas avoir des problèmes avec C'est vrai. l'immigration, etc. C'est vrai. Faut quitter et tout. Mais ça, c'était une déception. Sportivement, non, mais une déception sportive Oui. parce que tu avais un club et tout. Oui. Donc, je rentre. Après ça, c'est là où Belgique est arrivée, France. France, c'était CFA, FC Mantois. J'arrive Ok. là-bas pour faire des tests. J'arrive, l'équipe de CFA me dit, écoute, nous, on a déjà fait nos équipes, mais va voir la réserve. Je vais à la réserve. Ça me dit, ah, t'es bon, mais en ce moment-là, il faut que tu restes jusqu'en hiver et après, tu pourras intégrer le FC Mantois. Je dis, ok, mais c'est quoi les contrats? Il me dit, ah, il n'y a pas de contrat, c'est vraiment, Tu restes, on te paye les primes de match, on gagne et c'est tout. Je dis, bah non, je connais personne ici, et je peux pas rester, Bah je oui. sois logé, nourri, etc. Bah oui. Et c'est comme ça que j'ai trouvé un contact pour aller en Belgique. T'as Espagne, t'as Allemagne, t'as Belgique, t'as France. Quand je suis revenu, puis je suis rentré à l'université, à cause du deal de 21 ans, je me suis dit, là, je fais plus Europe. Moi, je vais aller chercher l'argent en Thaïlande. Ça, c'était mon Ah oui, carrément. C'était mon plan. Et là, j'ai commencé à chercher des contacts. Il y avait des gens qui étaient en Asie. C'était la période où le football chinois, il a fait Ouais, un il boom, commençait là. à Un peu être- comme en Arabie Saoudite Oui. en ce moment. Et là, je cherche. Et c'est comme ça que j'ai décidé d'aller en Australie. Parce que je me suis dit, je vais aller en Australie, j'aurai mon anglais et tout, je vais jouer. Parce qu'il y avait des recrues en ligne qui ont vu mes vidéos et tout, qui m'ont dit, on aimerait te faire jouer Détroit en Melbourne et tout. Moi, à ce moment-là, j'avais plus rien à perdre parce que je pouvais étudier à distance. Je suis à l'université, Ok, tu avais l'option de. Oui. étudier à distance. Le Informatique. coach, il m'avait convaincu de m'inscrire pour le bac parce qu'il m'a dit, mais tu peux pas jouer 1 an au jour et tout, il faut que tu t'inscrives au bac. Là, puis moi, j'aimais l'informatique. J'avais dit, je regarde si j'aime, je continue. Oui. Donc, je me suis inscrit au bac. Là, je fais mon bac, je suis capable d'être en Australie, d'étudier en ligne et de jouer. J'ai dit, je vais aller en Australie. Donc là, ici, au Canada, il y a des gens, ils vont découvrir ça, ils vont dire, ah ouais, personne ne sait, parce que moi, quand je fais mes trucs, je vais pas porter un micro, bonjour. Ouais, je vais non, sortir, je tu vais faire fais ça en silence. Donc, je suis parti, je suis allé en Australie, j'ai fini mes études là-bas et j'ai joué. Et l'avantage que j'ai eu en Australie, c'est que j'ai joué, on m'a passé un agent qui lui tractait en Thaïlande. Je lui parle et tout, je dis ouais, j'aimerais ça aller en Thaïlande. Tu me dis ah, mais désolé, moi maintenant je suis en Europe, je suis en Slovaquie et tout, ma femme est slovaque, je suis plus en Thaïlande. Mais envoie-moi tes vidéos et tout, je veux voir. Je suis comme ça sert à rien parce que moi je vais aller en Thaïlande, mais je lui envoie quand même. Là il regarde mes trucs, il me dit mais toi t'as le niveau pour revenir en Europe, pourquoi tu veux aller en Thaïlande? Et je dis ah, parce que j'ai déjà fait l'Europe, là, c'était trop compliqué, je préfère aller en. Il m'a dit non, moi je veux vraiment que tu viennes. Je suis allé en Slovaquie, je suis arrivé là, j'ai signé Détroit. Je fais 4 mois. Après, je vais en test dans un D2 tchèque. Eux, même principe, ils m'ont dit le recrutement actuel, on vient de descendre en D2. C'est une équipe de Zbrojka Brno. On vient de descendre en D2. Fait qu'on a 2 targets de joueurs qu'on veut vraiment signer. Mais comme tu es un très bon joueur, on ne veut pas te faire perdre ton temps ici parce que si tu attends à la fin de mercato, tu vas nous perdre ou perdre d'autres. Va dans notre club affilié qui était à Odonien 3e et tu vas jouer là-bas. Parce qu'on sait que tu as le niveau. Et parfait. Je suis allé, c'est là-bas que j'ai commencé à jouer. J'ai fait 2 ans pro là-bas. Et quand j'ai voulu venir changer mon visa, parce que cette fois-ci, j'ai fait un visa avant d'aller en Europe. Ok. J'étais bien, je connaissais les trucs. Quand je suis revenu pour faire mon visa pour retourner, Covid. Donc là, à ce moment-là, j'ai dit, ok, bon. Covid, j'ai des amis. Puis c'est là où la réalité de tout ce que j'avais accumulé comme expérience a popé. Parce que les études que j'ai fait, le fait que je n'étais pas trop attaché à juste faire du foot, m'a permis de pouvoir être réaliste quand le Covid est arrivé. C'est vrai. J'ai été très, très chanceux d'avoir d'autres opportunités que le football. C'est vrai. Parce que tous ceux qui jouent au foot, même les pros, ils ont arrêté à cette période. Tout le monde a arrêté. On habitait dans un appartement qui était réservé aux joueurs étrangers, on était logés. Ils se sont fait sortir des appartements parce que le club ne jouait plus, n'avait plus l'argent pour payer. Donc tu vois, tout
tout ce que tu vis comme expérience et que tu juges que c'est peut-être négatif, etc., c'est retourné à être très positif quand c'était le moment de rester au Canada, faire mon stage, finir mon diplôme en informatique et aujourd'hui travailler en cybersécurité. Incroyable. Lorsqu'on disait le passage par rapport au coaching, c'est un peu ça. C'est que je me suis dit, tout ce que j'ai eu à faire, tout ce que j'ai eu à vivre, c'est quelque part une reconversion. C'était préparé pour de la reconversion. C'est vrai. J'ai commencé à coacher en coach d'équipe. J'ai coaché des joueurs, j'ai coaché des jeunes, j'ai coaché une équipe, etc. Mais ce qui m'intéressait, ce qui m'animait le plus, c'était le coaching individuel. Tu peux coacher un jeune, lui permettre d'être meilleur sur ses aptitudes physiques, le laisser partir. Mais derrière, quand il part, la compétition, la pression, tout ce qui s'ensuit, il finit quand même par avoir un petit déclin. Et j'ai compris. Je me suis dit, ça serait peut-être même malhonnête de ma part de leur faire croire que c'est que du sport. C'est vrai. Parce que je l'ai vécu, j'ai su que c'était ici que ça se passe. Et donc, j'ai dit non. Moi, il faut que j'aille me spécialiser dans le développement mental. Il faut que j'aille me spécialiser dans qu'est-ce que l'équilibre. Et c'est pour ça qu'en cherchant mes mots, j'ai compris que j'ai pas choisi performance, équilibre et mental par hasard. Pour bien performer, parce que le sport, c'est une question de performance. Il y a beaucoup de gens, ils pensent que je fais du sport, point. Tu peux être sportif, tu peux être joueur de foot, si tu ne performes pas, t'es pas retenu. C'est sûr. Ils vont tout le temps te regarder par rapport à ta performance. Tout le temps. Et après, si t'as pas un bon mental, et si t'es pas équilibré dans ta vie, tu vas pas performer. C'est vrai. C'est pour ça que j'ai un énigme que j'ai caché dans ma bio Instagram, mais là, je vais le dire, vous allez savoir. Mais j'ai écrit performance, équilibre et mental, mais j'ai mis des chiffres. J'ai mis 1, 2 et 3. Oui, j'ai vu ça. Mais j'ai mis 1 à mental, 2 à équilibre et 3 en performance. Mais pourtant, j'écris performance en premier. Oui, c'est vrai. Parce que c'est ce que les gens veulent. Les gens viennent me voir, me disent, coach, moi, j'aimerais ça bien performer. Ok, c'est le premier mot qui revient. Oui. Je dis, je comprends que tu veux bien performer. Mais il faut que tu aies un bon mental. Il faut que tu sois équilibré. Et là, tu auras des performances. Et c'est à partir de là où je me dis, ok, fine, voici c'est quoi que ça prend pour être un gars performant. Voici ce que je veux te dire quand je veux te dire, tu dois être équilibré. Et voici ce que j'entends par mental. C'est vrai. C'est incroyable. Tu parlais des diplômes que tu as eus. Donc, ça veut dire que tu as su trouver quelque chose d'autre à faire à part le sport. Totalement. Moi, j'ai un baccalauréat en informatique et je travaille en cybersécurité. En cybersécurité. De l'information, ça, c'est mon travail. Dans le coaching, j'ai fait plusieurs formations. Donc, j'ai d'abord fait une formation de life coaching pour accompagner les gens dans tout ce qui est défi de la vie. C'est pour ça que j'aime bien parler de développement personnel. Ensuite de ça, j'ai fait une formation en personal trainer, donc pour être un entraîneur personnel. Et après, j'ai fait une formation en nutrition. Parce que moi, j'aime bien, tu l'as vu, performance équilibre mental, j'aime bien regrouper. C'est vrai. Si je te parle de la vie de tous les jours, je te permets de te développer et que tu es un athlète et que tu as besoin d'un coach personnel, je me dois d'être là. C'est vrai. Mais même quand je suis là et que là, tu as des questions sur ta nutrition qui est sensible, qui est essentielle pour l'athlète, je veux être capable d'avoir ces infos-là pour toi. C'est puissant. Après, là, j'ai commencé un truc en neurosciences qui m'intéresse beaucoup. Oui, c'est vrai. Et je fais un autre truc sur la réhabilitation, puis tout ce qui est postural. C'est très technique et ça montre vraiment l'aspect important que tu apportes à ça, cet accompagnement-là. Un joueur, c'est quelqu'un qui est altruiste. Tu l'es grâce à ta connaissance que tu partages. Ça doit pas être facile. Parce que dans le sens où tu as quelque chose en tête, tu as quelque chose qui t'anime. Mais je pense que beaucoup de jeunes doivent être conscients qu'il faut une alternative. Il faut quelque chose à côté. Et il faut être conscient de ça. Quand tu es sportif et qu'on te dit que, écoute, il n'y a pas que le foot, tu peux prendre ça de manière négative, c'est vrai. Vraiment. Il faudrait que tu sois conscient de ça. Et tu en aies une preuve concrète. C'est vrai. Tout à l'heure, je t'ai dit quoi? Je t'ai dit, retiens le mot passion. Comme ça, on en parle. Majoritairement, les joueurs sont tous passionnés. Être passionné fait partie du sport. Ça te permet d'être vraiment dans une situation de tout donner, de te lever à 4 heures du matin pour être entraîné, de faire des choses que tu n'aurais jamais fait si ce n'était pas à cause du foot. C'est très bon d'avoir cette passion-là. Là où ça commence à être négatif, c'est quand cette passion t'empêche de réfléchir. C'est vrai. Quand cette passion t'empêche de regarder plus loin que le bout de ton nez. C'est-à-dire, c'est le foot ou rien. Moi, j'ai déjà entendu des choses comme ça. Moi, je vais être footballeur. Si je ne deviens pas footballeur, j'ai raté ma vie. Football ou rien. Et ça, c'est très dangereux parce que même si tu réussis à être un très bon joueur et à jouer footballeur professionnel, la carrière va finir à 35, 30. C'est sûr. Peu importe, vas-y, on dit 40 ans, ça va finir. Et quand ça finit, la vie ne se résume pas
qu'a de l'argent. C'est vrai. Il y en a qui ont de l'argent, qui peuvent continuer à vivre même avec ce qu'ils ont gagné grâce au foot. Mais comme tu disais tout à l'heure, ils perdent ce qui les anime. C'est vrai. Et là, ils se retrouvent à plus rien faire. Ils se retrouvent à errer. Ils se retrouvent avec zéro activité. Mandanda, il l'a dit la dernière fois, il est sorti de sa carrière. Il était presque en dépression. Donc, la passion qui empêche les gens de voir est négative lorsqu'il s'agit de pouvoir avoir d'autres alternatives. C'est vrai. Et c'est pour ça que les grands centres de formation, qu'est-ce qu'ils font? Ils t'obligent l'école jusqu'au bac. En Europe, c'est comme ça maintenant. Tu es en centre de formation, on te le dit tout de suite. Si on serait, je sais pas combien de jeunes, il y en a que 3 qui pourraient avoir dans les pourcentages de chances qui vont passer pro. Incroyable. Le reste, vous devez quand même aller à l'école. Vous devez quand même avoir des alternatives parce qu'on sait jamais. Maintenant, personne ne t'empêche d'essayer d'aller le plus loin que tu peux. C'est vrai. Faut faire la part des choses. Les gens qui te disent pense à autre chose ne veulent pas dire arrête le foot. Ils te préparent à l'après-carrière, ils te préparent pour ton avenir. C'est vrai. Tu es d'abord un humain, tu vas être une bonne personne, une meilleure version de toi, et tu as le droit de vouloir viser le sport de haut niveau autant que tu peux. C'est vrai. Mais ne fais pas que ça. Être un joueur professionnel, puis du jour au lendemain, perdre tout ça, c'est assez brusque, c'est même brutal, j'ai envie de dire. Mais merci beaucoup de partager ça. Je vois que tu as créé récemment le Masterpiece. Si je ne me trompe pas, est-ce que j'ai bien dit? Masterpiece, ouais. Masterpiece One. C'est quoi concrètement cette création? Ok, bon, Masterpiece One, c'est drôle parce que j'aimais les jeux de mots. Tu vois, quand j'étais un peu plus jeune, je suis toujours jeune, hein, mais quand j'étais un peu plus jeune, j'aimais bien écrire. Okay? J'aimais bien écrire. T'aimes bien coder certaines choses? Oui, j'aime les jeux de mots et tout, mais j'aimais écrire des poèmes, des textes et tout ça. J'aime ça, j'aime toujours ça. Et j'ai cherché un truc qui allait avoir un lien avec mon nom. Quand j'ai ouvert mon Instagram, c'est là où j'ai trouvé Masterpiece. Tu sais, un masterpiece, c'est comme un chef-d'œuvre. Il y a beaucoup de gens qui disent je ne suis pas humble, je ne suis pas modeste. Je me regarde devant le miroir, je dis ouais, je suis un masterpiece. Mais moi, j'ai toujours eu cette confiance-là. Je me dis, tant aussi longtemps que c'est toi et toi, tu n'as pas besoin de brimer les autres. C'est vrai. Tu peux avoir confiance en toi. C'est important. Oui. Et moi, je trouvais beau masterpiece, le mot, parce que masterpiece signifie un chef-d'œuvre. Et là, j'ai juste rajouté un S, donc Mas, pour Massamba, mon nom, et Masterpiece One. Le One, c'est parce que le Masterpiece tout court, il était déjà pris sur Instagram, je pense. Comme ça. Donc j'ai rajouté le One. Et comme j'ai rajouté le One, il faut que je trouve un signe à tout. Bah oui. Et j'ai dit One parce qu'il n'y a qu'un seul Masterpiece anyway. Il y en aura tout le temps un. Et quand je suis parti dans le coaching, je cherchais des noms et tout, j'avais déjà mon Instagram. Et moi, à la fin de la journée, le coaching que je fais, je veux que ça soit une extension de moi. Je veux pas que ça sorte de moi. Je veux pas que ça soit le coach et Massamba, parce que sur les réseaux, de toute manière, tu le sais, il faut pas parler purement de ta vie privée. Les réseaux, c'est tu crées un contenu. Effectivement. Moi, je le vois comme ça. Si tu veux être sur Instagram et que tu veux créer un contenu, c'est quoi ton contenu? Donc moi, je me suis dit, fine, ma page Instagram, là, elle est là. Je vais l'utiliser pour créer du contenu. De quoi? De coaching. Donc, tu vas pas séparer. Exactement. J'ai gardé le même branding de Masterpiece One. Mais cette fois-ci, je l'ai sorti de moi. C'est pas moi le masterpiece. C'est la personne que je vais coacher. Parce que la personne que je vais coacher mérite de découvrir le chef-d'œuvre qu'elle est. C'est vrai. Toute personne est une chef-d'œuvre en soi. Et moi, je te permets de découvrir ce chef-d'œuvre. Et ça booste la confiance des personnes qu'on coach parce que vous êtes tous uniques. Vous êtes tous uniques à votre genre. Et c'est le moment de travailler sur votre chef-d'œuvre. Tu pars un tableau blanc. Il n'y a absolument rien. Tu commences à dessiner dessus, tu fais tout ce que tu as à faire, à la fin, ça devient un chef-d'œuvre. C'est un peu la philosophie que j'ai eue derrière le Masterpiece One. Mais c'est du coaching de développement personnel qui vise la performance pour les athlètes, l'équilibre et le mental pour toute personne qui peut s'en servir. On dit souvent que les coachs arrivent à trouver les bons mots pour aider les gens, pour aider à dévoiler ce que tu as dans ton fort intérieur. Et en général, c'est parce que les coachs ont vécu des choses difficiles. Des choses douloureuses. Est-ce que tu as vécu, à part bien sûr ce que tu nous as expliqué dans le foot, ta vie personnelle peut-être, des choses difficiles qui t'ont permis aujourd'hui de pouvoir aider certaines personnes? J'ai une qualité que je peux dire par rapport à ça qu'on me dit souvent, c'est que moi, je suis capable d'utiliser l'expérience des autres. Personnellement, Dieu merci, je ne juge pas que j'ai vécu quelque chose de difficile. La chose la plus difficile que je peux dire que j'ai vécu, on avait un ami qui est décédé jeune et qui jouait avec nous. Ce sont des choses douloureuses où toi, en tant qu'ami, tu te retrouves à devoir trouver le bon mot. C'est vrai. Trouver peut-être ce qui peut sortir cette personne de ce deuil-là, de ce moment difficile-là, etc. Et peut-être que c'est ça qui a fait que je me suis développé cette qualité d'écoute active, mais aussi cette qualité de conseil, de pouvoir, tu vois, je
Je suis bien en team C'est building, vrai. tu vois, j'aime Oui. bien qu'on est ensemble, les gars, on lâche pas. Et ça, à travers le temps, ça se développe. Et maintenant, ben, si la personne vient et te dit son problème, en tant que coach, je dis toujours, le coach, il met un plan pour amener vers l'objectif. Mais il faut que quelqu'un vienne avec l'objectif. Effectivement. Moi, je viens avec aucun objectif. Je suis là, je suis assis. Tu viens avec ton objectif, là, je mets un plan pour aller vers l'objectif. Donc, c'est pas par rapport à la douleur, je dirais, mais c'est plus par rapport à aimer apporter ces solutions. Trouver le bon mot pour réconforter une personne. C'est exactement ça. Effectivement. Puis aussi, il y a un petit point. Souvent, c'est pas que pour les réconforter. Dis-toi que ceux qui ont besoin d'écoute, etc., eux, ils ont besoin d'un ami. Souvent, je dis ça. Je dis, il y en a que je coach, je dis, je suis pas ton ami. Parce que quand il y a quelque chose de difficile, de douloureux, là, on peut en parler, etc. Quand il y a des objectifs à mettre en place, là, je suis pas ton ami, je suis ton coach. Je te dis ce que tu as besoin, mais pas ce que tu veux entendre. Je te dis ce que tu as besoin. C'est vrai. En matière de ça, tu as dit quelque chose sur ton Instagram que j'ai noté, que je trouve très important. Ouais. Les entraînements les plus difficiles ne transforment pas seulement le corps. Ouais. Ils transforment aussi la façon de penser. Totalement. Concrètement, comment l'entraînement difficile peut changer la façon de penser? Ok, tu vois, souvent, on peut voir quelque chose, un obstacle, et dire c'est impossible. Tout de suite, on dit, ah, ça, c'est impossible. Mais c'est le même principe. Quand tu t'entraînes de manière dure et on te dit, tu dois faire, par exemple, tant nombre de push-ups ou tant de minutes de course, ou peu importe, on te set un objectif à atteindre. C'est tellement dur. Tu le fais, c'est tellement dur. Tu sens de la douleur, tu sens de la sueur, tu sens des sacrifices. Ça se peut que tu ne le réussisses pas le premier jour, ni la première semaine, ni le premier mois, ni même la première année. C'est vrai. Mais l'entraînement fait en sorte que, comme tu y retournes à chaque fois, et à la fin, tu le réussis, ça change ta façon de penser. C'est-à-dire que finalement, ce que j'avais qualifié de difficile ou d'impossible, mais à travers l'entraînement, j'ai vécu un exemple pareil qui m'a confirmé que avec le travail, l'effort et le temps, c'est possible. C'est vrai. Donc, les gens qui le découvrent via l'entraînement ont beaucoup plus de facilité à aller le faire dans les autres aspects de la vie. Vrai. Souvent, tu vois quelqu'un dire, ah, mais lui, il est toujours motivé, il lâche pas, mais c'est parce qu'il sait. Il le fait dans le day-to-day, c'est devenu lui. Il sait que oui, c'est difficile, mais c'est pas impossible. On parle souvent aussi des athlètes, mais derrière, il y a aussi les parents. Ouais. Selon toi, quel rôle ils ont dans le processus de développement des athlètes? Un rôle crucial, je te dirais, que ce soit des jeunes athlètes ou même des athlètes qui sont dans l'âge de 18, majorité, etc. Souvent, dans mon programme, quand j'enrôle un jeune, je lui dis déjà, ben, écoute, t'es mineur, il faut que je parle avec tes parents, qu'on discute. Et les premières choses que je leur dis, vos parents, c'est vos sponsors. Et j'essaie d'expliquer aux jeunes de 13 ans, 14 ans, la relation de sponsor avec l'équipe. Je dis, Nike sur le maillot du Barça ou Adidas sur le maillot du Real, il va tout le temps être là. Ils ont signé un partenariat, ils vont être là, coûte que coûte, peu importe ce qui arrive. Mais pour quelle raison ils vont être là? Ça va être la raison de donner son maximum. Si les joueurs du Real arrivent sur le terrain et décident de ne pas jouer, ben, tu peux être sûr qu'Adidas, à un moment donné, il va retirer son sponsoring. C'est sûr. Mais je dis, vos parents, c'est vos sponsors. Ils vont être là, coûte que coûte. À chaque fois que vous voulez faire vos activités, ils vous encouragent, ils viennent, ils payent vos sessions, ils vous amènent, etc. Vous ne pouvez pas les payer. C'est sûr. Mais derrière, ils vous demandent une chose, de donner le maximum de vous. Parce qu'ils veulent que vous deveniez des meilleures personnes. C'est vrai. Mais au-delà de ça, les parents aujourd'hui ont ce rôle de s'éduquer eux aussi. Par rapport à pourquoi mon jeune il va être athlète professionnel. Qu'est-ce qu'une passion pour mon jeune? Qu'est-ce qui l'anime? Moi, je veux qu'il aille à l'école, mais j'aime bien l'accompagner dans son sport également. C'est quoi mon rôle, moi, derrière ça? Le rôle du parent, souvent, il y a beaucoup d'écoute active, il y a beaucoup de validation d'émotions, il y a beaucoup d'accompagnement, il y a aussi un recadrage. Pas un recadrage comme un coach, un recadrage par rapport aux objectifs. Le jeune, des fois, il dit, j'arrête, je ne veux plus. Le parent doit lui rappeler la raison pour laquelle il avait commencé. Effectivement. Et la raison pour laquelle il pourrait continuer parce qu'il a le potentiel. Il y a beaucoup de parents, ils vont être beaucoup dans l'émotion ou d'autres, ils vont être dans le zéro émotion. Il faut avoir un juste milieu. Le jeune, c'est votre fils, c'est votre fille, vous êtes encore à la maison. Là-bas, moi, je peux rien les conseiller, c'est à la maison. Mais derrière, dans son sport, il faut mettre des conditions des fois. S'il veut pas aller étudier, mais il veut faire du sport et qu'il fait sport-études, vous lui mettez devant le faire accompli. École d'abord, sport après. Et moi, j'accompagne ces parents-là dans ces décisions-là parce que je sais que c'est pour le bien de l'enfant. Mais le rôle de soutien, le rôle d'être là, le rôle de sponsorer que les parents jouent, mentalement, ça aide. Effectivement. Il y a beaucoup de gens que si leurs parents aimaient ce qu'ils font, ils allaient être encore plus boostés. Ils allaient encore sentir plus de support, plus de soutien parce que
Dieu seul sait, beaucoup de jeunes que je sais qui font ça, ils font ça pour leurs parents. Ils veulent redonner à leurs parents. Ils veulent tellement réussir pour leurs parents, mais cette relation de compréhension, de savoir pourquoi ils veulent le faire et qu'est-ce que ça prend, le parent doit être tout le temps dans une optique de j'ai un jeune athlète qui vit de passion, Donc souvent, ce n'est pas juste de lui dire ça va pas marcher ou de lui dire oui, t'es le meilleur. Un balance. Équilibré. Un balancement, une balance entre les deux réalités et que cette personne va devenir une meilleure version anyway. À la sortie de son parcours d'athlète, elle va devenir une meilleure personne. C'est vrai. C'est parfait. Je pense que c'est bien expliqué. Le rôle du parent, tu as fait référence avec le sponsor. Je pense qu'il n'y a pas meilleure illustration que ça. Je veux qu'on parle des situations. Parce qu'il y a 3 mots que je t'ai vu parler ou entendu parler dans tes vidéos. Patience, mentale, discipline. Il y a une différence entre savoir qu'est-ce que ça signifie, avoir la définition et savoir comment l'utiliser. Totalement. Et je sais que tu expliques bien ça. Donc, je te propose 3 situations différentes avec un sportif, un immigré, un entrepreneur, parce qu'au final, je me dis que ils sont pareils. Totalement. Un sportif, il doit s'adapter comme un immigré s'adapte. Il doit aussi prendre des décisions comme un entrepreneur prend des décisions. Totalement. Donc aujourd'hui, avec le mot patience. Déjà, rapidement, c'est quoi la patience? Réellement, c'est quoi être patient? Mon père, un jour, il m'a dit, c'est drôle parce que quand il me le disait, il me parlait par rapport au sport. Il m'a dit, la patience, c'est agir en attendant. Mais ce qu'il voulait me dire par là, c'est que tu peux pas juste dire, je suis patient, donc j'attends. C'est vrai. Il y a beaucoup de gens, ils vont te dire, ouais, moi je suis patient, je suis quelqu'un qui attend, c'est vrai, le c'est bon vrai, moment. C'est vrai. T'attends quoi? Tu peux pas attendre. Parce que si t'agis pas, puis que tu penses que ce que tu veux va arriver par miracle, mais tu peux pas mettre ça sous le coup de la patience. C'est vrai. Donc moi, la patience, l'analogie que j'utilise toujours, c'est de planter une graine parce que tu veux un pommier. Mais la graine que tu as plantée là, si tu attends, ben, il ne va rien passer. À moins que bon, il pleuve avec la quantité d'eau exacte. Mais non, la vérité, c'est que tu vas débroussailler, tu vas bien planter, tu vas arroser, tu vas faire le nécessaire, tu vas mettre l'engrais. Et c'est ça, agir en attendant. Parce que tu le sais qu'il n'y aura pas de pommier en un claquement de doigts. Donc tu agis, tu fais tes trucs, mais tu as hâte. Parce que tu es patient. Tu ne vas pas lâcher parce que après 2 semaines, tu n'as pas eu un pommier. Impossible. Tu continues. Donc pour moi, la patience, c'est vraiment ça. C'est d'être capable d'accepter que la chose que tu veux prend du temps. Effectivement. Il faut que tu acceptes que ça prend du temps. Mais qu'en attendant que ça se passe, tu as des actions. Effectivement. Et c'est très important. Dans le concret, le sportif, un jeune joueur très talentueux, techniquement, il est le meilleur que beaucoup de ses coéquipiers, mais il ne joue pas encore titulaire. Il commence à vouloir changer de club rapidement pour accélérer sa carrière. Est-ce que malgré ça, malgré le fait qu'il soit techniquement bon, est-ce que tu le considères comme être patient? Techniquement, je ne le trouve pas patient s'il est encore jeune. Mais s'il fait des choix de changer de club, puis que dans l'exemple tu m'as dit, pour rapidement, là, il n'est pas patient. Dès qu'on veut avoir quelque chose immédiatement, rapidement, etc., c'est qu'on ne prend pas la peine de se poser la question, est-ce que je suis assez prêt? Est-ce que je suis assez mature? Est-ce que réellement, ce que je veux, si on me le donne, vas-y, joue, est-ce que je suis prêt? Et pourtant, ça ne lui coûte absolument rien de continuer à faire ses performances, à montrer à chaque fois qu'il rentre, tout en acceptant une fenêtre de patience. Il faut qu'il se donne une fenêtre. Avec son entourage, avec ses agents, ils se disent, je me donne une fenêtre de une saison ou de temps. Pendant cette fenêtre, je reste patient, je fais mon travail. Effectivement. Si après cette fenêtre-là, j'ai fait tout ce que j'avais coché que j'allais faire et que le club me donne quand même pas ma chance, là, je peux partir. Et ça, c'est un processus de patience. Tu mets un plan en place, tu te donnes une fenêtre et tu le fais. Mais tu peux pas juste par on va dire, ras-le-bol, tu peux partir. Là, t'es pas patient. C'est vrai, c'est vrai. On va faire la même chose pour l'immigrant. Une personne arrive dans un nouveau pays, elle a des diplômes, de l'expérience, mais pendant 1 an ou 2, elle doit accepter des petits emplois en attendant mieux. Elle commence à perdre patience et veut repartir rapidement, tout abandonner, repartir chez lui. Parce qu'elle considère qu'avec ces diplômes-là que cette personne vient d'avoir, elle se doit d'avoir un bon travail. Dans cette position-là, qu'est-ce que cette personne doit faire? 2 choses. Si elle a eu des opportunités ou des propositions ailleurs, fine. Là, tu peux dire, je pars parce que j'ai eu des propositions. Si elle n'a pas eu de proposition, elle continue de postuler, etc. Oui, la personne est impatiente parce que
Même le processus d'immigration prend du temps. C'est vrai. Donc, dès que tu commences à rentrer dans un processus d'immigration, il faut rester patient. Pour la simple et unique raison que il y a beaucoup d'étapes que tu maîtrises même pas. Et derrière, les petits boulots que tu fais, il faut y aller avec de la philosophie. Effectivement. Tu gagnes de l'expérience, tu t'adaptes, tu rencontres des personnes que peut-être même dans l'emploi que tu veux, c'est même les mêmes personnes que tu rencontreras. Oui. Donc, ça te permet d'être capable d'agir en attendant, de travailler ton adaptation, de subvenir à tes besoins, d'être capable de connaître les petits boulots et d'avoir de l'expérience. Effectivement. Même principe, tu te donnes une fenêtre. Donc là, les gens négligent ça. La patience te dit, attends une certaine période. C'est pas attends éternellement. Éternellement, oui. Faut se donner une fenêtre avec un plan. Tu dis, je vais faire tel et tel et tel emploi. Je vais déposer à tel et tel et tel endroit. Pendant cette fenêtre, je reste patient, je prends sur moi et je le fais. C'est vrai. Tôt ou tard, il y aura quelque chose. Si je vois que ça ne marche pas, là, je parle dans un plan B ou un plan C. Mais être patient, c'est d'accepter la petite fenêtre et de faire de son maximum. On va faire la même chose du coup pour l'entrepreneur. Un entrepreneur lance son projet, il travaille fort pendant quelques mois, mais il ne voit pas de résultats rapides. Il commence à changer de stratégie rapidement, à tout va. Il voit que ces stratégies-là qu'il est en train d'adopter, ça marche pas. Une semaine après, il change de stratégie. Qu'est-ce que tu dirais à cette personne-là? Est-ce que tu lui considères comme quelqu'un de patient? Je vais être plus dur avec l'entrepreneur qu'avec l'athlète et l'immigré. Oui. Pourquoi je vais être plus dur avec l'entrepreneur? Moi, déjà, je me considère entrepreneur. Oui. Et je me dis, si tu as choisi d'entreprendre, c'est que tu as délaissé plusieurs options. Effectivement. Tu as délaissé l'option d'être employé quelque part, tu as délaissé peut-être l'option de l'école, tu as délaissé plusieurs options. Tu as choisi l'entrepreneuriat parce que tu veux être libre financièrement, tu veux vivre de ta passion, etc. Donc, c'est un choix quasiment atypique parce que la société souvent t'oriente vers l'emploi, etc. C'est un choix atypique qui demande déjà d'être patient. Parce que beaucoup ne vont pas te comprendre, ne comprendront pas ton choix. Et toi, tu es là, tu essaies de justifier ton choix à 1000 personnes, déjà fais pas ça. Concentre-toi sur le fait que ce que tu veux, c'est rare. Ce que tu veux, la liberté financière, travailler quand tu veux, voyager quand tu veux, etc. C'est très rare. C'est très rare, oui. Donc, pour que tu le mérites, pour que tu puisses l'avoir et que ça marche, tu veux que ça prenne un certain temps pour gagner une certaine maturité. C'est vrai. Dès que tu vas commencer à vouloir changer chaque jour, là je fais ça, le lendemain je fais ça, un autre jour je fais ça, ça peut être bon de toucher à plusieurs, on va dire, éléments d'entrepreneuriat. Tu peux toucher à plusieurs secteurs, mais ce qui est pas bon, c'est que tu touches ces secteurs-là par ras-le-bol. C'est-à-dire que tu sais pas ce que tu veux. C'est vrai, tu te cherches. Donc tu te cherches. Et le fait que tu te cherches, il faut accepter que tu te cherches et non, ça marche pas, ça marche jamais. C'est vrai. Parce que l'entrepreneur, pourquoi je suis plus dur avec lui, c'est que lui, il a beaucoup plus besoin de mental même. Effectivement. Il a besoin de patience, mais il a besoin de mental, il a besoin de positif, d'énergie positive. Il a besoin de croire que je suis proche, j'arrive. Et pour le je suis proche, j'arrive, il faut être patient. C'est vrai. Si tu commences à changer, naturellement, tu te cherches, tu te perds et tu ne deviens pas fiable en entrepreneuriat. Parce qu'il arrivera un moment où tu vas devoir avoir des partenaires d'ici et de ça. Et on va dire, mais lui, son défaut, c'est qu'il abandonne vite. Effectivement. C'est quoi l'importance d'avoir un bon mental? Okay. La vraie définition que j'aime bien, moi, c'est quelqu'un qui avance dans l'inconfort. Quelqu'un qui a un mental, c'est qu'il avance dans l'inconfort. Il y a une situation qui arrive. Tu es déçu. Tu es triste. T'en as marre, il y a une injustice, il y a peu importe, tu dois avancer dans cet inconfort. Effectivement. Maintenant, le mythe dans le mental, c'est qu'on pense que c'est inné ou c'est quelque chose de pour des super saiyans. C'est vrai, c'est vrai. Or que c'est aucun des deux. C'est ni inné comme on le dit, et ni fait pour le graal de ça se travaille, ça se développe. Ce sont des outils. Donc la personne qui veut se développer un mental, généralement, tu peux dire, ok, ça prend un coach de développement personnel, etc. Ça prend de l'expérience, du vécu, de la vie, qu'est-ce que tu as connu. Mais ça prend aussi d'avoir un ancrage. C'est quoi ton ancrage? Est-ce que ton objectif de réussir, tu le fais pour la famille, tu le fais pour ton bien-être, tu le fais pour... Il faut que tu puisses t'agripper à quelque chose pour avoir ce mental-là. Il y en a, c'est la religion qui les rend plus forts, il y en a, c'est la spiritualité, peu importe. Et donc, ce mental-là que tu veux développer, pour que ça marche, il faut que tu saches c'est quoi le prix à payer déjà, mais aussi c'est quoi le output. Qu'est-ce que tu gagnes derrière ça? Qu'est-ce que tu gagnes à rester fort mentalement,
à continuer à construire cette maison. C'est très important, oui. Parce que quand la maison sera construite et qu'elle sera bien, tu vas vivre dedans et tu seras content. C'est vrai. Mais si tu veux être fort mentalement, pense à la récompense. Qu'est-ce que tu gagnes de te lever à 4h, 5h du matin, aller faire tout ça? C'est vrai. Mais tu gagnes à ce que si ça marche, cette liberté que tu veux, cette liberté financière, la fierté que tu veux créer chez tes parents ou peu importe, tu vas l'avoir. Effectivement. Donc, le gars ou la femme qui veut travailler son mental doit avoir un ancrage, un objectif aussi, et penser à quand ça va marcher, qu'est-ce que ça va m'apporter. Effectivement. Et développer avec des outils. Toujours dans cet aspect de situation-là, tu as parlé de situation tout à l'heure. Un joueur rate plusieurs matchs importants et commence à perdre confiance. Ouais. Il commence à se comparer à d'autres joueurs peut-être et se crée beaucoup de doutes dans sa tête. Aujourd'hui, quels sont les conseils que tu donnes? Quel est le process pour qu'il réussisse à récupérer un bon mental s'il avait ou avoir un bon mental? Ouais. Sur le sportif, je suis un peu plus dur parce qu'il y a des constats où c'est des faits et il y a des choses où on va appeler ça arrive. Mais les faits sont têtus. Si tu ne prends pas ça au sérieux, si toi, au moment où on dit va dormir, toi, tu restes là à jouer au PlayStation jusqu'à 4h du matin, et tu viens me voir et tu me dis j'ai une mauvaise performance, mais je vais te dire tu t'attendais à quoi? Effectivement. Tu vois? Donc, pour le joueur, c'est souvent de faire le diagnostic, le constat. Si le constat, c'est vraiment parce que tu as des choses à améliorer, va les améliorer. Et tu verras que ça va aller de mieux en mieux. Et accepte que c'est de ta faute. Que ce soit accountable. Accepte que c'est toi. C'est très important. Oui. Bien sûr, c'est toi qui n'es pas dans une optique de te donner les meilleures chances pour performer. Oui. Si tu me dis je fais de mon mieux, je fais tout ce que j'ai à faire et ça ne marche pas, à ce moment-là, fais-en plus. Mais reste concentré sur le fait que ça va marcher. Reste positif. Tu peux pas me dire que tu as tout mal fait. C'est vrai. Diagnostic, beaucoup important. Il y a des gens, ils sont dramatiques. Moi, j'ai tout raté dans le match. Oui. Mais le match, actuellement, on peut le regarder, on peut sortir des bonnes choses que tu as fait. Mais si on voit que tu as fait quelque chose de mal, tout de suite, le sport est fait de fait. Pourquoi tu n'as pas pressé sur cette personne-là? Pourquoi tu n'as pas gagné ton Dieu? Pourquoi tu n'as pas donné ton 100%? Tu sais ce que tu as à faire. Donc, souvent, ils ont juste besoin de se faire ramener à l'idée de oui, tu as mal fait, mais est-ce que c'est à cause de l'extra sportif, l'hygiène de vie, ou c'est vraiment sur le terrain, tu pouvais donner plus? Effectivement. Et à ce moment-là, il faut que tu donnes plus parce que guess what? Si tu ne fais pas ce que tu as à faire, on va te remplacer. Effectivement. Si tu as choisi la compétition, il faut que tu sois prêt à compétir. Il faut être compétitif, oui. Pour l'immigré, bien sûr, une personne immigrée arrive ici et commence à se sentir inférieure à d'autres. Parce que peut-être qu'il parle mal la langue. Tu vois, on amène des accents de chez nous. Qu'est-ce que tu lui conseilles, cette personne-là, pour qu'il réussisse à avoir un bon mental dans ce qu'il fait? Déjà, tu sais, moi, les histoires d'accent et des trucs comme ça, il faut être conscient de l'amour-propre. C'est une richesse. C'est une richesse. Il faut être conscient de l'amour-propre. Il faut que tu puisses t'accepter comme tu es et tu puisses avoir un caractère. Que tu sois immigré et que tu sois pas dans ton pays, c'est un fait. Tu n'as pas besoin de baisser la tête parce que tu as un accent. C'est vrai. Chaque être humain doit se doter d'une confiance et d'un amour-propre. C'est vrai. Et à partir de cet amour-propre-là, tu veux être la meilleure version de toi-même en t'améliorant dans tout. Ne t'améliore pas sur ton accent, améliore-toi sur ton français, sur ton anglais, sur ton ci, sur ton ça. Parce que dans le monde entier, on va en Arabie Saoudite, les gens vont parler anglais avec un accent et personne ne va rien dire. Parce qu'il y a cet amour-propre, il y a cette confiance de dire j'ai l'argent, j'ai tout, j'ai pas de complexe. Effectivement. Donc, il y a beaucoup de complexes qu'on développe par manque d'amour-propre. Ok? L'immigrant, déjà, pour le conseiller, je vais le ramener à sa réalité. Tu as quitté un pays pour un autre. Tu es quelqu'un de fort. Tu es déjà quelqu'un de fort. C'est sûr. Tu as quitté un pays pour un autre. Ensuite de ça, tu parles ta langue maternelle, probablement, que ce soit le Wolof ou peu importe, et tu as appris une autre langue. Tu es quelqu'un de très fort. C'est sûr. Cette langue-là que tu as appris, tu travailles avec, ou tu étudies avec, et tu es capable de t'en sortir. D'avoir tes diplômes. D'avoir tes diplômes avec. Tu es quelqu'un de très très fort. Ouais, c'est ça. De quoi tu as honte ou tu as peur? C'est sûr. Amour propre. C'est un self-talk. Tu te regardes dans les yeux et tu te poses la question, moi là, qui a fait tout ce trajet-là. C'est sûr. J'arrive ici, je paye mes impôts, je paye mes taxes. De quoi on parle de quoi là? C'est comme si tu mettais le mot que cette personne vient de te dire sur une balance. Exactement. Et tout l'effort que tu as fait, toutes tes valeurs sur une balance. Exactement. Et tu juges que ce mot pèse plus que... C'est incroyable. Faut aller dans les faits. Effectivement, c'est très important. Merci beaucoup. C'est vraiment important et c'est très clair. Dans l'aspect entrepreneurial, un entrepreneur voit d'autres personnes réussir sur les réseaux.
il commence à douter de lui, de ses projets. Il peut même remettre en péril son entreprise. Si l'entrepreneur commence à sentir que sur les réseaux, parce que tu vois, la question elle est orientée. Sur les réseaux, lui, il a posté ça, lui, ça marche, nanana, et que ça l'atteint, c'est un entrepreneur faible. C'est vrai. Et moi, je le dis tout de suite. Tu peux pas entrer dans certains secteurs de la vie avec de la faiblesse. C'est sûr. Si tu passes ton temps à regarder ce qui se passe sur les réseaux, de ce que l'autre fait, tu es un entrepreneur faible. Un problème. Et pour être un entrepreneur fort, faut que ton énergie, ton temps, ton savoir-faire, tu le mettes sur ton business. Uniquement. Tu focuses sur ton business. Tu sais quand est-ce que tu vas dans les réseaux pour aller voir qu'est-ce que la concurrence fait de bien qui servirait dans ton business et t'acceptes. Il faut accepter. Moi, si je vois que Padiop, il est fort dans ça, moi, j'accepte qu'il est fort dans ça et je lui souhaite de continuer à être bon dans ça. C'est très important. Oui. Ce que tu souhaites à l'autre pourrait te venir à toi. Effectivement. Mais si tu regardes qu'il fait bien, puis tu commences à paniquer, ça va créer de la jalousie. Cette jalousie-là va te pousser à dire n'importe quoi. Commencer à dire, ouais, le podcast, il est même pas bon. Le podcast, il est très bon. C'est ton problème à toi de regarder le podcast et de voir que t'aimes pas ça. La perception. Cette perception-là est guidée par le fait que justement, tu vas sur les réseaux te comparer. C'est ça. Reste focus sur toi. Si tu restes focus sur toi, tu vas regarder les raisons pour lesquelles ton entreprise ne fonctionne pas et tu l'améliores. Effectivement. Si c'est une question de marketing, ben, va te doter de marketing et fais mieux. Si c'est une question de clientèle, ben, améliore ton service à la clientèle, améliore ton approche, améliore ta façon d'approcher tes clients. Si c'est une question de contrat, ben, commence à changer tes prix, commence à approcher les gens. C'est très important. Fais les choses toi. C'est vraiment important. Commence pas à nous parler de j'ai vu telle personne ou telle personne dans les réseaux parce que à la base, c'est même pas ton travail de faire la vigie sur les réseaux. Ton travail, c'est de focus sur ton business et de le faire rouler. Je sais que le temps passe vite. On va vraiment, moi, ça compte, cette partie-là, j'ai préparé en dernier parce que ça comptait énormément pour moi. C'est une très belle partie. C'est ça, la discipline. Ok. Qu'est-ce que tu penses de la discipline? Ok. Discipline, premier mythe sur discipline, c'est que les gens on va dire, ils le mélangent trop avec la motivation. Tout à l'heure, je t'ai dit que le mental, c'est d'agir dans l'inconfort. La discipline, c'est d'être dans la constance et de tout le temps vouloir continuer. C'est vrai. Être dans la constance et de vouloir continuer, c'est pas pareil. Moi, je peux être dans la constance. Tu m'as mis un truc ici, tu m'as dit finis-le. Je suis constant. À chaque minute, j'en prends. Mais je veux le finir. Peu importe ce que tu me dis, je veux le finir. Puis si c'est demain, je veux le faire. Je veux le faire. Et pour être discipliné, il faut que je puisse le faire tous les jours, peu importe les conditions. Effectivement. Et si les conditions sont mauvaises, sont nanana, mon envie de vouloir le faire le lendemain va rester intacte. Donc, je suis capable de jouer avec la situation. Oui, je vais le faire là, mais il faut que je sois discipliné par rapport à mon objectif. Je ne peux pas dire, je veux atteindre ça. On me met un plan. On me dit, c'est comme ça qu'il faut faire pour l'atteindre. Le plan, il dure 4 semaines. Je fais la première semaine, les 3 premiers autres, je dis non. T'es pas discipliné. Donc, la discipline, c'est comme si c'est une éducation pour ce que tu veux atteindre dans la vie. Peu importe. D'autres choses, les gens vont dire, ah, lui, il est discipliné, il pense que c'est quelqu'un de poli. C'est pas être poli, la discipline. C'est vrai. On parle pas de la politesse. On parle de la discipline par rapport aux consignes qu'on donne à une personne, c'est qu'il les respecte. C'est vrai. Le concept de respecter sa parole, de respecter les consignes, de respecter, de les faire, c'est ça qui amène cet amalgame sur la discipline, mais c'est ça la discipline. C'est vrai. Mais dans l'entrepreneuriat, ou un athlète, ou peu importe l'immigrant qui est venu ici, si tu as dit que tu allais faire quelque chose, reste discipliné sur ce plan-là, fais-le exactement comme c'était prévu et reste patient. C'est pour ça que discipline et patience sont tout le temps combinés. Effectivement. Parce que des fois, c'est dur de rester discipliné. Effectivement. Mais pose-toi la question. S'il y en a qui réussissent, il y en a qui ne réussissent pas, c'est qu'il y en a qui ont décidé de faire ce qui est dur et il y en a qui ont décidé de ne pas faire ce qui est dur. Effectivement. Il y a juste 2 catégories. C'est pas, ça me remet dans le contexte de l'exemple que tu avais donné tout à l'heure. Quand tu sèmes une graine, Exact. La discipline, c'est le fait d'arroser ça chaque temps, Exactement. chaque moment qu'il faut. Si tu dis c'est chaque jour que je dois l'arroser, tu es discipliné, tu peux pas sauter une journée. C'est ça. Parce que. Et c'est très important. C'est vraiment avoir ces notions-là, c'est très important pour une personne. On va juste parler pour le sportif du coup, à cause du temps. Oui. Un athlète s'entraîne bien quand il est motivé,
mais dès qu'il n'est pas sélectionné ou qu'il ressent une fatigue, il baisse son niveau d'entraînement. Est-ce que tu le considères comme étant discipliné du coup? Non seulement je ne le considère pas comme étant discipliné, mais je le dis aussi aux athlètes qui viennent s'entraîner avec moi. Je vais te donner 3 catégories. Il y a le sportif, il y a l'athlète, et il y a l'athlète élite. Je vais te donner les 3 définitions. Le sportif, puis c'est des définitions que selon moi. Là. Le sportif, c'est celui qui fait du sport. Ah, lui, c'est un sportif, il aime bien le sport. Il fait ce qu'il veut. L'athlète, c'est lui qui il considère qu'il fait un sport de compétition. Il dit, moi, je suis un athlète, je suis lanceur de javelot, je suis joueur de foot, je suis basketteur. C'est bien. Tu n'es pas un gars sportif du dimanche qui va faire son footing. Tu es un athlète et tu as un sport. L'athlète élite, c'est lui qui est là pour performer. Et la différence, c'est que l'exemple que tu me donnes, le gars qui s'entraîne, mais dès qu'il commence à avoir des déceptions, il arrête. Lui peut se considérer juste un athlète. Et bientôt, il va être un sportif. Mais il ne sera jamais un athlète élite. Parce que l'athlète élite, dans sa performance, il prend ses responsabilités. Si ça a mal été, pour X ou Y raison, je retourne à l'entraînement. Je retourne à l'entraînement, je retourne sur mes routines, je regarde ce qui a mal été, je travaille avec mon équipe, je veux atteindre cette performance-là. Eux, c'est élite. Ça veut dire, j'ai underperform, c'est bien, c'est correct, je comprends, je veux monter. Il ne va jamais se lasser parce qu'il commence à avoir des petites déceptions et tout ça, parce que sa mentalité d'élite fait en sorte qu'il s'est engagé à performer. Il accepte que des fois ça peut mal aller, il y a la victoire, il y a la défaite, mais il ne va pas lâcher. C'est vrai. Versus l'athlète tout court, que lui, dès que ça a mal été, il a lâché. Donc il ne sera pas élite. Et c'est là où ils se distinguent entre eux. C'est vrai. C'est très important de faire cette distinction-là. Parce que tu deviens sportif, du coup, tu n'atteins pas ce niveau sportif, et à la fin, tu vas juste arrêter tout ça. C'est exactement ça. Merci beaucoup. C'est la première fois que je fais un podcast jusqu'à la fin, sans pour autant, parce que j'étais absorbé par ça aussi. C'est très intéressant ce qu'on a fait. Je suis venu pour ça, moi. En plus, je t'ai pas honoré, excuse-moi. Mais il faut respecter la tradition. Ouais. Le but, c'est juste de prendre, c'est le café héritage. Et c'est moi qui... Et de verser, c'est ça? Bismillah. J'aime ça faire comme les Marocains, là. Ouais, c'est ça, le moment héritage, là. C'est un petit cercle comme ça. Bah oui, c'est parfait. Je vous le dis, hein, si vous êtes à Québec et vous buvez du café et vous prenez pas héritage, ne me parlez pas quand on passe dans la rue. C'est problématique, hein. Même ne me parlez pas. Pas de... C'est parfait. Merci beaucoup d'avoir respecté la tradition. Tu travailles en temps plein en cybersécurité, mais malgré ça, tu consacres vraiment de ton temps à coacher. Qu'est-ce qui t'anime à faire ça? Qu'est-ce qui te pousse réellement à faire ça? Effectivement, des fois, c'est pas évident. C'est vrai. Parce que le travail, ça reste le travail, ça reste le main focus, ça reste quasiment la responsabilité. C'est vrai. En tant qu'homme de famille, tu dois avoir une responsabilité. Tu dois avoir une carrière que tu veux gérer. C'est vrai. Mais le coaching reste une passion et devient aussi de l'entrepreneuriat. C'est vrai. Okay? Parce que l'environnement sportif que j'ai eu à vivre, que je connais, m'impose aussi de redonner. Et les jeunes que je coach deviennent un engagement. Et je m'engage. Donc, au moment où je respecte mes engagements et je dis aux gens que je coach de respecter leur engagement, c'est plus facile pour moi de jongler entre les deux si je décide de le faire. C'est sûr que des fois, tu manques de temps, des fois ci, des fois ça, mais c'est dans l'organisation. C'est vrai. Si je dis toujours performance, équilibre et mental. L'organisation. Donc, il faut s'organiser. Puis, je me fais aider beaucoup, ma femme m'aide beaucoup dans suivre ça, filmer, être capable d'être là pour les jeunes. Je fais pas ça seul. Et souvent, les gens, ils voient les vidéos, ils voient tout, ils disent, oh, Bras, toi, t'es partout. Je suis pas partout. Moi, je coach. Elle va filmer, elle va monter, elle va couper, elle va faire tout ça, elle va poster. Les gens vont voir juste une vidéo de 10 minutes. Merci à elle. Il y a beaucoup, merci à elle. D'ailleurs, j'ai pas eu le temps de remercier tous les gens de ma vie, là. Les femmes de ma vie, ma mère, ma soeur, ma femme. Tous les gens que je connais qui ont pu m'aider, moi, dans la vie. Moi, je les remercie. Je suis très reconnaissant. C'est vrai. Parce que, comme tu disais tout à l'heure, tu peux pas dire, tu es dans la cybersécurité, tu fais ci, tu coaches, et tu es seul. C'est vrai. Tu n'es pas seul. Mais tu es comme, on va dire, l'acteur principal de ces activités-là. Tu prends les engagements, puis après, tu te fais aider pour pouvoir être capable très important. de le supporter. En fait, je supporte ces activités-là. Puis tant que la passion est là, tant que je vois le résultat final, que j'aide des gens,
pour de vrai, tu vas tout le temps continuer parce C'est que vrai. c'est un plaisir de voir des gens évoluer après. C'est vrai, c'est parfait. Merci à elles, merci à celles qui sont derrière nous pour nous accompagner dans ce que nous faisons. C'est très important. Au-delà du fait que tu as remercié les gens qui t'ont aidé, quel est l'héritage que tu veux laisser dans ce que tu fais? Pour l'instant, je suis très loin de l'héritage, je suis plus dans la marque. Quelle marque je vais laisser? C'est une marque que chaque personne, dans la petite localité que tu peux être, tu peux faire la différence. C'est vrai. Ok? Tu peux aider, tu peux participer, tu peux supporter, tu peux liker, tu peux partager, tu peux même propulser, tu peux conseiller, tu peux faire plein d'actions. Et cette marque-là, je laisse parce que à travers mes activités, c'est ce que j'essaie de faire pour que les gens disent, oh, mais lui, il lead par l'exemple, il le fait. Plus tard, en termes d'héritage, j'aimerais que nous qui avons été ici immigrants, qui avons été des exemples d'adaptation, des exemples de propulsion, tout ça, c'est cet héritage-là que je veux qu'on laisse ici. Peut-être qu'un jour, on va tous repartir Motherland, Sénégal, etc. L'héritage qu'on laisse, c'est nos traces, nos marques. On est venu pour ajouter sur l'édifice et non déconstruire ou briser. Donc, l'héritage de tout ce que je veux entreprendre dans la vie, je veux que les gens retiennent que on est venu ajouter. Nous n'avons jamais été dans l'optique de diminuer quoi que ce soit. On vient ajouter des briques et des briques. C'est vrai, c'est parfait. Tu parles d'héritage. Justement, là, un cadeau pour toi. Héritage Garden te l'offre. C'est très important. Beaucoup. Merci d'être venu. C'est un plaisir, sincèrement. Merci. Tu as partagé une masterclass, comme ton nom, Mas. Ah, merci. Tu vois, tu m'as appris pas mal de choses là. Mais merci beaucoup. Il faut qu'on continue sur cette collaboration-là. Je pense que c'est très important. On est très ouvert à ça et je te remercie d'être venu. Merci à toi. Merci pour l'invitation. Merci. Je dirais que ce genre de concept-là aide beaucoup plus que tu peux le penser. Merci beaucoup. Il y a des gens qui vont l'écouter dans leur coin, ils vont peut-être rien te dire, mais ça va shifter, ça va changer quelque chose. C'est un plaisir d'y partager des expériences, des moments. J'ai beaucoup appris avec toi. On a eu des moments en coulisses où on a parlé de beaucoup de choses intéressantes. Et je pense qu'on ne s'arrêtera pas là. C'est vrai. Merci beaucoup d'avoir regardé le podcast. Merci à celles qui sont derrière, nous accompagner pour ça. Et puis, on se dit à très bientôt pour une nouvelle épisode.